Ici Charles Serre. Bienvenue à Découverte. Ce soir, à Découverte, la voiture sans conducteur. Quelles sont ses capacités réelles? Les défis que les chercheurs doivent relever pour la rendre aussi performante qu'un conducteur humain. Faut-il en avoir peur ou représente-t-elle l'avenir de la conduite automobile? La voiture autonome, on en parle de plus en plus. Certaines sont déjà sur la route. Elles ne peuvent pas encore remplacer un conducteur humain, mais elles donnent déjà un aperçu de ce qui pourrait devenir une véritable révolution. La voiture sans conducteur, un projet réalisable ou un rêve dangereux? Une équipe de Découverte s'est penchée sur la question. La course est lancée. Les voitures autonomes sillonnent les rues aux États-Unis, au Canada, en Asie et en Europe. Des milliards de dollars sont en jeu. Google Car, aujourd'hui Waymo, a eu un effet catalyseur. Lancées en 2009, leurs voitures test ont parcouru à ce jour plus de 5 millions de kilomètres. John Krafcik, le grand patron de Waymo, ne laisse pas de doute sur l'ambition démesurée des constructeurs. Our goal is to build a better driver. Cette prétention de construire un meilleur conducteur, elle s'appuie sur le fait que chaque année dans le monde, plus de 2 200 000 personnes meurent sur les routes. Et la principale cause de ces accidents, l'erreur humaine. Texto, distraction, fatigue, imprudence, faculté affaiblie, le genre de comportement que les constructeurs promettent d'éliminer avec la voiture autonome. Brandon Shotley est chercheur à l'Université du Michigan aux États-Unis. Il s'intéresse à la dimension humaine dans la conduite automobile. Ce type d'erreur peut aisément être éliminé avec la conduite autonome. Et même si on ne sait pas encore vraiment ce qui définit un conducteur parfait, il n'y a aucun doute qu'on puisse programmer un véhicule qui va obéir aux lois sans multiplier ces erreurs humaines. Pour combler nos lacunes, les voitures ont déjà commencé à intégrer depuis une dizaine d'années des systèmes d'aide à la conduite. Caméras de recul, freins anti-blocage, détecteurs d'angle mort, régulateurs de vitesse adaptatif, système de maintien de voie. C'est un peu les premiers pas de la voiture autonome. Denis Gingras est professeur et chercheur à l'Université de Sherbrooke. Il observe le développement de l'industrie depuis ses débuts. Tout ça amène une convergence qui fait que maintenant, on peut développer des systèmes complexes qui sont embarqués dans les véhicules et qui permettent de traiter en temps réel les informations dans ce genre d'application qui est, il faut le dire, très dynamique. Aujourd'hui, une voiture autonome est un ordinateur sur 4 roues. Elle est généralement équipée de GPS ultra précis pour se positionner, de radars et de capteurs à ultrasons pour évaluer la distance des objets, de caméras pour voir la chaussée et ce qui s'y trouve, de lidar pour saisir avec précision et reconstituer en 3 dimensions ce qui l'entoure, et bien sûr, des systèmes informatiques pour gérer la conduite. Ces équipements, ce sont les yeux et les oreilles de la voiture, ce qui lui permet de percevoir son environnement. Classifier les objets sur sa route, on s'entend, est tout un défi, mais ce n'est pas le seul. Je dirais que le gros défi en ce moment, c'est vraiment au niveau de l'intelligence artificielle embarquée. C'est vraiment au niveau de la prise de décision, au niveau du calcul du risque en temps réel. Et il y a des aspects de l'intelligence humaine qu'on a beaucoup plus de difficultés à réaliser de façon artificielle. Pour mieux saisir les défis auxquels les constructeurs sont confrontés, on s'est rendu à Dearborn, près de Détroit, chez Ford. Discuter avec James McBride. Il pilote le développement technique de leur voiture autonome.
Ford s'est lancé dans la course il y a quelques années. Ces voitures sont testées sur différentes pistes et routes publiques aux États-Unis. Leurs voitures sont capables de percevoir leur environnement, de maintenir leur voie et de s'arrêter aux intersections. Mais il y a d'autres situations en apparence simples qui sont plus difficiles à maîtriser pour une voiture autonome. Si vous me demandez quel genre de défi il nous reste à surmonter, je dirais les débris sur la route à grande vitesse. Vous et moi, on va aisément rouler sur un sac, mais sans doute pas sur une brique. Différencier un objet dur d'un objet mou, ça reste encore un challenge. Un humain sait d'expérience qu'un sac ne met pas sa sécurité en péril, qu'un oiseau sur la route s'envole quand on s'en approche. Pour la voiture, ce n'est pas acquis. On doit lui enseigner. Meilleur vous êtes à classer les objets et à comprendre le contexte de la scène, et plus vous vous rapprochez d'une conduite humaine. Mais à présent, on s'arrête devant à peu près tout sur notre route. On doit aussi apprendre à la voiture à gérer des situations plus rares, celles qui surviennent seulement de temps en temps sur la route. Comment réagir, par exemple, dans une situation où un policier dans la rue, devant un feu vert, vous fait signe d'arrêter? Michael James travaille au développement de la voiture autonome de Toyota. Le signal du policier va à l'encontre de ce qu'indique le feu de circulation. C'est une situation ambiguë pour une voiture autonome. Lequel des deux a priorité? Vers qui je dois diriger mon attention? Comment programmer la voiture pour comprendre la scène et prendre la bonne décision? C'est tout un défi. Ok Delphine, donc maintenant je vais te donner les lunettes qui vont nous permettre de suivre ton regard. Pour résoudre ce genre de problème, il faut d'abord comprendre comment le cerveau d'un conducteur gère ces situations. Delphine s'apprête à prendre le volant. Et nous, tout ce qu'on te demande, c'est de conduire comme tu le ferais normalement, en respectant les limitations de vitesse. Romain Choumillon étudie la charge cognitive des conducteurs au laboratoire de psychophysique et de perception visuelle à l'Université de Montréal. Chaque participant au test est soumis à des événements inattendus sur la route. Des caméras captent la direction du regard de Delphine. Le point orangé indique les zones où elle porte son attention. Durant son parcours, Delphine prend 1001 décisions. On s'aperçoit qu'en fait, la conduite automobile est une activité multitâche et qui fait appel à beaucoup de fonctions cognitives de haut niveau. Alors les fonctions cognitives de haut niveau, c'est les fonctions qui vont nous permettre, qui sont plus au sujet de l'anticipation, de la prise de décision, de l'inhibition de certaines actions, qui sont des fonctions vraiment, qu'on pourrait dire, propres à l'être humain. Ce qui est propre à l'être humain, c'est aussi sa rapidité à décoder ce qui se passe sur la route et à prendre des décisions basées sur son expérience. C'est justement une des grosses difficultés, c'est-à-dire que nous, on se construit par l'expérience. C'est-à-dire que l'expérience, ça va nous permettre de développer ce qu'on appelle une capacité de lecture cognitive, c'est-à-dire la capacité à prévoir des événements en fonction de situations qu'on a déjà connues et déjà mémorisées. Et ça va être difficilement transférable pour la voiture autonome. Ça va être un défi qui va être beaucoup plus grand. Pour enseigner aux voitures à résoudre ce type de problème, les constructeurs se rendent à Ann Arbor, à 1 heure de Détroit. C'est ici qu'on a ouvert en 2015 le premier laboratoire à ciel ouvert pour tester des véhicules autonomes. M-City, comme on l'appelle, est une fausse ville au cœur du campus de l'Université du Michigan. Un circuit fermé qui reproduit ce qu'on rencontre dans une vraie ville. Des intersections, un passage à niveau, un tunnel où on peut perdre un signal GPS, des entrées et des sorties d'autoroute, des feux de circulation. L'ingénieure Carrie Morton est la directrice adjointe de M-City. Le fait d'être à l'extérieur des routes publiques, ça permet de reproduire des scénarios spécifiques qui vont vraiment mettre ces voitures à l'épreuve. L'intérêt d'un tel circuit, c'est de pouvoir y répéter la même expérience, aussi souvent qu'on le veut.
pour comparer les performances de différents capteurs ou de certains algorithmes. Étudier aussi différents types de véhicules et de conditions de conduite, comme cette navette de la compagnie française Navia. Tester également les véhicules dans différentes conditions météo. Un autre défi pour la voiture autonome. Yue Peng est directeur de MCT. Les conditions météo et l'intensité de la lumière peuvent grandement affecter le fonctionnement des capteurs, des caméras, du lidar ou du radar. Et quand ces conditions ne sont pas adéquates, ça peut vraiment limiter la conduite du véhicule. Par mauvais temps, un véhicule autonome peut ralentir ou s'arrêter parce qu'il a de la difficulté à décoder son environnement. Vous voyez, on vient de s'arrêter. Le lidar a sans doute reçu une goutte de pluie et l'a perçu comme un obstacle. La navette s'est arrêtée par mesure de sécurité. Au fil du temps, elle va sans doute apprendre à mieux évaluer ce qui se passe et va adopter une conduite plus en douceur. Évidemment, il y a aussi la neige qui peut poser un problème. Ford a dû tester ces conditions à MCT. Pour une voiture autonome, c'est un gros problème. Elle perd ses points de repère au sol. Et on compte beaucoup sur les marques au sol pour se repérer et diriger la voiture sur la route. Sans repère visuel, la voiture doit faire reposer ses décisions sur un nombre plus restreint de capteurs. Encore faut-il qu'ils ne soient pas obstrués. L'autre grand défi, dans des conditions neigeuses, c'est de maintenir les capteurs propres. La neige, la poussière ou la vase peuvent coller à leur surface. Il faudra les surveiller et les nettoyer au besoin pour s'assurer que leur bon fonctionnement ne soit pas altéré. Et ça doit se faire en temps réel avec tous les systèmes. Gérer le mauvais temps, la nuit, les imprévus, percevoir, anticiper, prendre plein de décisions, on le constate, vouloir construire un conducteur n'est pas si simple. Pour l'instant, la voiture autonome est encore loin de pouvoir se passer de l'humain. Après la pause, le partage du volant entre l'humain et la machine. Nous sommes à Blainville, au nord de Montréal, sur la piste d'essai de Transport Canada. On teste aujourd'hui des systèmes de freinage automatique d'urgence, des systèmes dont sont équipés plusieurs modèles courants sur le marché. Éric Meloche mène ce projet de recherche. La voiture qu'il teste doit détecter ce pseudo-véhicule immobilisé devant elle et freiner. OK. Ça, il était proche. Sans l'intervention du conducteur. Le but est de vérifier le spectre de performance du système. Donc, on va commencer une vitesse de 20, 30, 40, 50 km/h. Puis aussitôt qu'on a un impact, on va descendre de vitesse et là, faire une série complète de tests. Durant ce test-ci, le principe est le même, sauf que la cible est en mouvement. OK, on est prêt, fait que vous allez à 20 et nous 80. Pour chaque série de 7 tests à une vitesse donnée, la voiture doit en réussir au moins 5. Évidemment, 5 sur 7, c'est environ 70 % des tests ou un peu plus de 70 % des tests. Donc, c'est sûr qu'au niveau des statistiques, c'est intéressant, 70 % Si on pouvait éviter 70 % des collisions, demain, ça serait formidable. On est en position pour 150 km/h. On va attendre notre signal. Au cours du prochain essai, la voiture doit éviter de frapper un piéton dissimulé derrière des voitures à l'arrêt.
Ce type de système d'aide à la conduite, c'est le premier jalon qui mène vers la voiture autonome. Leurs performances sont impressionnantes, mais ils ne sont pas parfaits. On sait qu'on nous prend des voitures autonomes d'ici 2020, des flottes de véhicules autonomes d'ici 2030. Donc, pour se rendre à ce stade-là, il faudra qu'on ait des voitures qui soient, des systèmes qui soient efficaces à 100 %, non pas 5 fois sur 7. La route qui mène à l'autonomie complète des véhicules compte 5 niveaux. 1. Le conducteur utilise des systèmes d'aide à la conduite, mais toujours au volant. 2. Le conducteur confie un peu plus de tâches au système automatisé, mais il surveille toujours la route. 3. La voiture est partiellement autonome. Elle conduit des portions du trajet, mais le conducteur peut devoir reprendre le volant au besoin. 4. La voiture est autonome. Elle peut s'immobiliser en sécurité si le conducteur ne reprend pas le volant. Niveau 5, c'est l'autonomie complète. La voiture se débrouille seule, peu importe les circonstances ou la météo. En ce moment, les véhicules qu'on dit autonomes ou qui sont dotés de pilotes automatiques comme la Tesla sont en fait partiellement autonomes. Leur autonomie se situe entre les niveaux 2 et 3. Pour ce qui est des voitures en test, il y a toujours un ingénieur, un technicien ou un conducteur derrière le volant pour prendre le relais en cas d'imprévu. Tant et aussi longtemps que la voiture n'a pas atteint le niveau 4 d'autonomie, elle vous demande, au niveau 2 et 3, de rester aux aguets, de surveiller ces systèmes. Et c'est là où les choses se compliquent. La nécessité de surveiller la conduite de la voiture, tout en étant prêt à reprendre le volant au besoin, risque d'être aussi exigeant que de conduire le véhicule soi-même. Le dilemme, c'est de maintenir l'attention du conducteur alors qu'il aura de moins en moins de tâches à effectuer durant la conduite. Le problème qui surgit quand on n'a qu'à surveiller un système, c'est que c'est routinier. Et l'ennui qui vient avec la routine fait en sorte que notre vigilance diminue. Voyons ce qui se produit quand on prend le volant d'un véhicule partiellement autonome. Marie s'installe au volant. Le volant d'un simulateur de voiture autonome de niveau 2, dans le laboratoire de Transport Canada, à Ottawa. On veut reproduire ce qui se passe si la voiture lui demande de reprendre le volant, alors qu'elle n'est pas concentrée sur la route. Pour la distraire, on l'occupe à une tâche à l'ordinateur. Peter Burns dirige la recherche. Il s'intéresse entre autres à la distribution de l'attention durant la conduite. Ce qui nous préoccupe avec ces systèmes partiellement autonomes, c'est que vos mains et vos pieds sont libérés de la conduite, mais pas votre cerveau. Le système qu'on teste en ce moment exige que le conducteur supervise la conduite. Il doit pouvoir intervenir dans un délai de 2 secondes. Au-delà de ça, il y a un risque de collision. Deux secondes. Ça semble peu, mais quand on roule à 100 km/h, on franchit près de 28 mètres à chaque seconde. Les obstacles viennent vite. À chaque étape, les chercheuses prennent des notes sur la conduite de Marie. Des caméras sur ses mains et son visage indiquent à quel moment elle prend connaissance du problème. Celle sur ses pieds marque son temps de réaction. On mesure aussi si la reprise de contrôle du véhicule est bonne. La distraction ici n'a rien à voir avec un coup d'œil qu'on pourrait jeter à un écran ou un appareil dans l'auto pendant 1 seconde ou 2. On parle plutôt de distraction de 30 secondes ou de plusieurs minutes. Le conducteur a très peu conscience de ce qui se passe sur la route. On craint qu'il soit lent à agir face à un imprévu. Ce qu'on craint aussi, c'est que la technologie montée à bord change le comportement du conducteur. Se fier uniquement à l'angle de vue de sa caméra de recul
au lieu de se tourner la tête, par exemple. Le danger, c'est que le conducteur fasse confiance trop vite à la technologie. La question s'est posée après l'accident mortel survenu en 2016 en Floride, quand une Tesla en mode de pilotage automatique s'est engouffrée sous la remorque d'un camion qui a croisé sa route. On a vu des situations où des gens ont utilisé des systèmes avancés de conduite comme s'il s'agissait de voitures autonomes. Ils ont eu des accidents ou d'autres problèmes parce qu'ils n'avaient pas saisi les limites du véhicule. La question de la communication entre le véhicule autonome et le conducteur devient alors capitale. L'autopilote est engagé. Éric Meloche nous montre quel genre d'alarme procure aujourd'hui une Tesla. Quel genre de signaux elle envoie au conducteur. Si on est trop longtemps sans mettre les mains sur le volant, on va avoir un avertissement qui va nous indiquer de remettre les mains sur le volant. Après plusieurs alertes, la voiture s'arrête. Et c'est impossible de réactiver le pilote automatique pour le reste du trajet. Puis on va voir qu'il ne s'engagera pas parce qu'on n'a pas répondu à la commande correctement. Ce qui nous conduit à une autre question. Quels types d'alarmes seront les plus appropriés pour attirer l'attention du conducteur? Visuel? Sonore? Tactile? À quelle fréquence? On veut des alertes qui soient faciles à comprendre pour le conducteur et qui l'aiguillent rapidement sur ce qu'il doit faire. On ne veut pas le bombarder d'alertes, de sons et de signaux lumineux sans qu'il sache trop quoi faire. Il faut le guider vers la bonne réaction. C'est très délicat, cette interaction entre le conducteur et le véhicule autonome. Les constructeurs aussi sont préoccupés par cette phase de transition. Comment s'assurer que la personne derrière le volant comprenne les capacités réelles du véhicule qui n'a pas encore atteint son plein niveau d'autonomie? Toyota, par exemple, plutôt que de vous demander de surveiller le système de conduite dans la phase semi-autonome du véhicule, suggère plutôt qu'il soit votre ange gardien. Le système qu'on propose est basé sur le principe de l'ange gardien. Il remet la conduite entre les mains du conducteur. La technologie vient l'appuyer dans sa conduite. C'est le système qui surveille le conducteur et c'est le système qui est aux aguets et qui intervient durant la conduite si le conducteur est distrait ou risque de commettre une erreur. D'autres constructeurs, comme Waymo ou Ford par exemple, préfèrent attendre d'avoir atteint un niveau réel d'autonomie avant de lancer un véhicule sur le marché. Ces véhicules visent le niveau d'autonomie 4 et plus. On ne s'attend pas à ce que le conducteur soit responsable ou intervienne quand le véhicule est en mode autonome. Imaginez que la voiture roule sans problème pendant des kilomètres, qu'elle rencontre une situation plus difficile et dise « OK, je lâche le volant, prends le relais ». Ce n'est pas une situation dans laquelle on veut placer le conducteur. Cette période de transition suppose aussi que des véhicules autonomes vont côtoyer durant plusieurs années des véhicules réguliers sur la route. Ce qui veut dire qu'il faudra aussi trouver le moyen que tous ces véhicules se parlent et se comprennent. Après la pause, construire une voiture dont la sécurité est à toute épreuve. La scène se passe en 2015. Andy Greenberg du magazine américain Wired est le cobaye d'une attaque planifiée à distance de son véhicule par les informaticiens Charlie Miller et Chris Valasek. Peu importe ce qui se passe, Andy, pas de panique. Il démarre d'abord le ventilateur. Le ventilateur s'est mis en marche. Allume la radio. Je ne peux pas éteindre la radio. Et coupe le moteur. Allez, éteins le moteur.
Après un léger moment de panique, Andy pourra reprendre le contrôle du véhicule. Les failles du système seront revues et corrigées par le constructeur. Mais l'événement, lui, a eu l'effet d'un électrochoc. Comment s'assurer que les voitures connectées ou autonomes puissent être sûres et sécuritaires et leur système infaillible, compte tenu qu'elles disposent d'un plus grand nombre de systèmes informatisés? Le développement de la voiture autonome implique des questions de sécurité et on doit en être conscient. Qu'on pense au piratage des systèmes, aussi bien les interfaces qui permettent de communiquer avec le monde extérieur que les capteurs installés sur la voiture. Commençons par la connectivité. Aujourd'hui, les voitures sont de plus en plus branchées sur le monde extérieur. Bluetooth, Wi-Fi, 4G, bientôt 5G. Les voitures échangent des informations avec les infrastructures routières. Dans combien de temps le feu va-t-il changer, par exemple? Elles échangent aussi des informations entre elles, leur position, entre autres. Le risque, c'est qu'un tiers ou un pirate s'immisce dans la communication. José Fernandez est professeur à Polytechnique Montréal. Il s'intéresse aux questions relatives à la sécurité des communications informatiques. Alors, on parle donc d'une voiture connectée où les composantes se parlent entre elles, mais parlent aussi avec l'extérieur. C'est équivalent, dans le fond, à notre réseau maison, où on a différents laptops, peut-être différents ordinateurs qui parlent entre eux, qui s'échangent des informations, mais qui, en plus, se connectent avec l'Internet. Il y a quelque part, il faut qu'on adapte les voitures autonomes à avoir cette méfiance par rapport à certains types d'informations qui pourraient potentiellement être falsifiées. Une des façons de s'en prémunir, c'est de pouvoir authentifier la source de l'information qui nous est acheminée. C'est de s'assurer que les sources d'informations sont authentifiées, que quelque part, seuls sont autorisés à transmettre des informations des voitures qui ont été certifiées, par exemple, ou seuls sont autorisés à transmettre des informations des senseurs sur l'autoroute sur lesquels on a un contrôle. Les questions de sécurité informatique, c'est le quotidien des compagnies comme QNX à Ottawa, une filiale de BlackBerry. Spécialisée dans le développement de systèmes d'exploitation pour les équipements d'infodivertissement, leur système est à bord de quelques 60 millions de voitures dans le monde. Depuis l'an passé, QNX s'est lancé dans le développement d'un nouveau système d'exploitation, cette fois-ci pour la conduite des véhicules autonomes. L'architecture du système tient compte de facto qu'une attaque est toujours possible. L'idée, c'est de la détecter rapidement et de limiter la capacité de l'intrus à manipuler le véhicule à votre insu. On veut détecter une intrusion et la contenir. Un logiciel autorisé à communiquer avec un capteur et à transmettre cette information à un autre système ne pourra pas aller au-delà de ce à quoi il a été autorisé. Il ne pourra pas compromettre le fonctionnement d'un autre système dans le véhicule. Le deuxième type d'attaque possible, c'est celle des capteurs. LIDAR, radar, GPS, ultrasons, caméras. De nombreuses expériences ont montré qu'on pouvait leurrer un capteur. Une attaque du genre, si elle n'est pas détectée, peut avoir une incidence sur les décisions de conduite que prend la voiture. Si quelqu'un exploite la vulnérabilité d'un radar ou du lidar, on doit le détecter rapidement. On pourrait découvrir des données qui ne correspondent pas au profil des données qu'a reçu le véhicule durant son entraînement. Un signal serait alors lancé au système qui gère la conduite. Il se passe quelque chose d'étrange. On ne sait pas si c'est une menace, mais ça ne correspond pas aux données qu'on voit habituellement. L'importance d'avoir un système inattaquable et fiable dans les circonstances est cruciale. Cela peut se comparer au pilote automatique d'un avion, où là aussi, des vies sont en jeu. Dans un avion, il y a une redondance des systèmes hydrauliques ou électroniques. Pour les voitures, on doit faire la même chose. La redondance permet aussi d'augmenter la fiabilité du véhicule autonome. Plusieurs systèmes travaillent en parallèle ou prennent le relais les uns des autres en cas de pépin. Les décisions que prend la voiture durant la conduite, par exemple, sont toujours basées sur les données reçues par plusieurs capteurs.
En utilisant 3 capteurs, on crée une redondance du système. Si un capteur rate la détection d'un objet, les autres sont là pour l'aider et voir ce qui aurait pu lui échapper. De la même façon, plusieurs algorithmes vont confirmer chacun leur tour que c'est bien un piéton qui est au bord de la route. Ici, on a un piéton, en fait 2. Même chose pour la cartographie. La grande majorité des voitures autonomes ne roulent que sur des routes qui ont été préalablement cartographiées en détail. Cela permet de corréler leur position et de mieux anticiper les points critiques du trajet. C'est une question de robustesse et de fiabilité. Les systèmes actuels s'appuient beaucoup sur les cartes. On tente de les rendre moins tributaires d'elles. Dans des cas où il y aurait une erreur de cartographie ou un chantier de construction récent, et ce tout en maintenant cette robustesse du système. Raquel Hurtasun est professeure et chercheuse à l'Université de Toronto. Elle et son équipe travaillent à l'amélioration de la perception visuelle des véhicules autonomes pour pallier le manque d'informations sur une carte, par exemple, ou une simple panne de GPS. Un GPS n'est pas fiable, pour plusieurs raisons. Vous pouvez perdre un signal quand vous roulez entre des gratte-ciels ou dans des rues étroites. Alors vous avez besoin d'un algorithme de perception visuelle qui puisse décrire ce qui se passe autour de vous de façon dynamique. Où se trouve la route, votre voie. C'est le but de nos recherches. Cette robustesse des systèmes et cette fiabilité de la voiture autonome, elle doit se construire à tous les niveaux. Chaque décision que prendra la voiture va reposer sur un niveau élevé de confiance dans les données qu'elle aura captées et analysées. Et à ce niveau, la marge d'erreur sera nécessairement faible. Il ne faut pas précipiter les choses, sinon on risque de mettre la vie des gens en péril et de perdre leur confiance. En tant qu'industrie, on doit faire ces choses-là correctement. Exigerons-nous plus d'une voiture autonome que d'un conducteur? Lui pardonnera-t-on aisément une erreur ou la défaillance d'un de ses systèmes? Ce qui est clair, c'est que la société va exiger plus d'un algorithme ou d'une machine que d'un conducteur. Et pourquoi? On fait confiance à un humain parce qu'on s'identifie à lui, bien plus qu'à une machine. Alors, à quel point la voiture autonome devra-t-elle se rapprocher du comportement et du raisonnement d'un humain pour gagner sa confiance? Après la pause, des questions morales et éthiques. La loi, c'est la loi. Le code de la route impose des règles. Limite de vitesse, zone de dépassement. Des règles assez faciles à enseigner, même à un véhicule autonome. Le problème, c'est que parfois, on doit désobéir aux règles. Quand une ambulance se pointe derrière nous, elle peut nous contraindre à faire une manœuvre illégale pour la laisser passer. Vous devez programmer la voiture autonome à enfreindre la loi jusqu'à un certain point. Comment gérer ce problème? Quel genre de responsabilité légale cela impose-t-il aux constructeurs? C'est une vaste question éthique. Et c'est le genre de question qui commence à surgir avec le développement de la voiture autonome. Jason Miller est à la fois ingénieur et philosophe à l'Université d'Ottawa. Il appartient à un groupe d'éthiciens qui travaillent de pair avec les constructeurs sur les questions éthiques que soulève la voiture autonome. Une voiture qui, bien qu'en théorie soit prudente et attentive, ne sera pas à l'abri d'être parfois confrontée à des choix rapides et déchirants, comme tous les conducteurs. Imaginez une voiture autonome confrontée à 2 mauvais choix. Frapper un obstacle au risque de blesser ses occupants ou frapper des piétons qui se trouvent à côté pour éviter l'obstacle. Sur quelle base fera-t-on ces choix pour la voiture? Les constructeurs m'ont demandé comment je dois concevoir ma voiture.
Est-ce que je dois envisager de protéger les passagers ou les piétons dans la rue? Il n'y a pas de réponse facile à ce genre de questions. La réponse n'est pas simple, parce qu'on peut justifier les deux choix. Il y aura des situations où tout le monde ne pourra pas être épargné, où le bon sens va dicter que c'est préférable de réduire le risque de blessures graves en répartissant l'impact de la collision sur plusieurs personnes. Une sorte de calcul qui suggère que chacun subira des blessures moindres. Ce calcul, il dépend en partie de la valeur qu'on accorde à la vie. Chose qu'on apprend comme humain dès l'enfance. Mais la voiture autonome, elle, à la base, n'a pas de valeur. Elle a celle que ses créateurs lui donnent. Ce sont des décisions que les humains prennent pour la machine. Sur le plan éthique, ça soulève une autre question intéressante. Qui va prendre ces décisions? Bonne question. Qui va trancher? Les usagers, le législateur ou les constructeurs? Ce serait une erreur de la part des constructeurs de présumer qu'ils ont la légitimité morale pour trancher ce genre de questions dans toutes les circonstances et d'intégrer leur choix dans le design du véhicule. Quand on parle de vie ou de mort, on fait appel à des enjeux moraux élevés, où l'autorité morale en la matière ne réside pas dans un bureau d'ingénieur. Pour l'instant, les règles pour encadrer le développement de la voiture autonome en Amérique du Nord restent à définir. Le partage de la responsabilité en cas d'accident aussi. Faire ces choix représente un travail colossal, sachant que des vies sont en jeu et que la voiture prendra des décisions. Je crois qu'il y a encore beaucoup de travail à abattre avant de voir des voitures entièrement autonomes sur la route. La promesse de livrer des voitures autonomes aux consommateurs d'ici quelques années tient-elle vraiment la route? Ford et d'autres constructeurs les promettent pour 2021. Mais quelle forme cela prendra-t-il? En termes d'autonomie, c'est en général entendu dans l'industrie que la voiture autonome va d'abord se déployer sous forme de taxi-robot, de telle sorte que les gens vont se familiariser avec les véhicules en tant qu'usagers ou consommateurs. Ils verront comment se déroule la conduite du véhicule avant peut-être de s'en procurer un plus tard. Notre adaptation au concept de la voiture autonome pourrait se faire par étapes. Monter à bord de taxis-robots, comparables à ceux d'Uber, de Lyft ou de Nutonomy. Voyager dans des navettes autonomes, comme celles qu'on souhaite tester à Terrebonne, près de Montréal. Ou conduire des voitures de plus en plus équipées de systèmes d'aide à la conduite. Ces systèmes d'aide à la conduite vont continuer de se développer, mais le conducteur va demeurer en charge de la conduite. C'est l'évolution graduelle de ces systèmes qui va permettre de gagner la confiance des consommateurs envers la voiture autonome. Entre-temps, cela nous permettra aussi d'en apprendre plus sur ces voitures. Mais pour la majorité des constructeurs, le temps presse. La compétition est féroce. Chacun souhaite prendre le marché de la voiture autonome le plus rapidement possible. Maintenant, il faudrait faire attention que les stratégies de marketing ne viennent pas supplanter les considérations de sécurité routière et qu'on prenne des décennies de retard avant qu'on puisse les réintroduire parce qu'on a voulu aller trop vite. Si l'enthousiasme technologique pour la voiture autonome est grand, l'adhésion du public, elle, n'est pas gagnée d'avance. Parmi les questions toujours sans réponse, il y a l'acceptation sociale de ces véhicules. Est-ce que les consommateurs vont adopter cette technologie? Un récent sondage du Massachusetts Institute of Technology, le MIT, révélait que 20% seulement des conducteurs de 25 à 44 ans utiliseraient un véhicule complètement autonome. Bien sûr, cette perception pourrait changer avec le temps. Mais quel sera le critère qui, en bout de piste, fera pencher la balance en faveur de la voiture autonome?
Sa performance comparée à celle du conducteur humain? Peut-être. Mais à quel niveau faudra-t-il fixer la barre? Est-ce d'être aussi bon qu'un conducteur humain? Sûrement pas. 2 fois mieux en termes de blessures ou d'accidents? Difficile à dire. 10 fois mieux? En réalité, personne ne le sait. Et cette preuve qu'un véhicule autonome peut faire mieux qu'un conducteur humain au volant, en tout lieu, en tout temps et en toutes circonstances, elle reste encore à faire. Après la pause, des insectes, des super-héros, un aperçu. Les insectes, des super-héros, dimanche prochain, à découverte. Pour suivre l'actualité scientifique à Radio-Canada, d'autres rendez-vous. À la radio, le dimanche, les années-lumière. Sur le web, la Zone Science et la page Facebook de Radio-Canada Science. Merci d'avoir été là. À la semaine prochaine. Crédible, vérifiée, pertinente. Toute l'information est à votre portée à Radio-Canada.